D'abord, il y a la chaleur, la proximité, la fusion, la plénitude, aucune pesanteur. Et puis il y a la séparation, le vide, le manque, et le choix de vivre malgré l'omniprésence de l'absence. Mais dans quelles conditions? Quelles sont les perspectives pour faire ce deuil particulier? Quels sont les moyens de se libérer? Comment sublimer ce syndrome? Bienvenue dans l'Absent, un podcast témoignage autour du syndrome du jumeau perdu qui toucherait plus de 10% de la population. Bonne écoute. Bonjour Lorraine. Bonjour Florence. Merci beaucoup pour ce temps qu'on va passer ensemble à parler du syndrome du jumeau perdu. Du coup, ma première question va être comment l'avez-vous su? Eh bien, en fait, il y a eu toute une petite histoire déjà avant, en fait. Ma maman faisait déjà pas mal de travail sur elle, en développement personnel, et elle a entendu parler justement de ce syndrome du jumeau perdu. Donc c'est elle qui a découvert d'abord pour elle-même qu'elle avait littéralement un jumeau perdu. Et c'était une période aussi où elle animait, avec mon père, des constellations familiales. Donc les constellations familiales, c'est une approche pour justement retrouver, on va dire, de l'équilibre au niveau familial quand il y a notamment, pas forcément des secrets, mais des choses qui ne sont pas forcément connues, des personnes qui n'ont pas forcément pris la place au sein de leur famille, un déséquilibre, quel qu'il soit, souvent inconscient. Et ça se travaille en groupe. Donc mes parents se sont formés à ça. Moi, j'avais fait tout un tas de séminaires aussi avec eux. C'était très intéressant à l'époque. Moi, j'étais adolescente, hein, donc voilà. Et ils se sont mis à en animer eux-mêmes, puisqu'ils ont été certifiés là-dessus, et ils en animaient. Et ils en animaient aussi juste au sein de notre famille pour que nous, on puisse aussi rétablir certains déséquilibres, on va dire, qu'on pouvait avoir dans nos relations. Hein. Aucune famille n'est parfaite. Hein. Je pense qu'à ce niveau-là, on a tous nos sujets. Donc, à un moment donné, dans les choses qui sont apparues, c'est notamment qu'il y avait un espace, on va dire ça comme ça, un espace entre moi et ma sœur suivante. J'ai plusieurs sœurs, j'ai 2 sœurs. Et c'est comme s'il y avait une place qui n'avait pas été prise entre moi et la sœur juste après moi. Donc en observant un petit peu les réactions, c'est comme ça que fonctionnent les constellations familiales, c'est tout à fait ce qui est apparu. C'est-à-dire qu'il y avait une autre, je vais dire ça bizarrement, mais une autre moi quelque part qui manquait. Ce qui a fait écho avec ce que ma maman avait découvert pour elle-même. Et donc moi, ça a vraiment résonné à ce moment-là aussi, que j'avais une jumelle perdue. Ce qui nous a aussi montré que s'il y avait aussi une jumelle perdue pour ma sœur juste après, mais j'en reparlerai parce que ça a tout un sens finalement dans la relation qu'on pouvait avoir ensemble. Donc, adolescente, j'ai pu découvrir au sein même de ma famille que j'avais cette jumelle perdue, hein, qui était du coup finalement à la fois une révélation, c'est-à-dire que avant ça, je ne savais pas ce que ça voulait dire, et en même temps, c'était tellement évident qu'il y avait quelqu'un finalement qui manquait. Et ça avait énormément de sens finalement par rapport à mon enfance et mon adolescence, notamment parce que dans mes relations amicales, je parlerai un peu de mes sœurs après, mais dans mes relations amicales, j'avais ce besoin fusionnel. J'avais besoin finalement que mes amis soient hyper proches de moi, hyper comme moi. Ça, c'est pas que la différence était mauvaise, mais du coup c'était que la relation pouvait être vraiment proche parce qu'on était pareil. Donc quand je regardais ça avec du coup le prisme de la jumelle perdue, tout d'un coup c'était totalement une évidence. Est-ce qu'il y avait d'autres impacts
vraiment du syndrome sur votre enfance, sur votre adolescence, à part ce rapport vraiment amical? Est-ce qu'il y avait d'autres aspects vraiment très puissants par rapport au syndrome? Il y avait la solitude, mon rapport à la solitude. Parce que c'était comme si d'abord j'avais été abandonnée par quelque chose ou quelqu'un. Visiblement pas mes parents, hein, qui étaient quand même très présents, visiblement pas mes sœurs ou amis particulièrement, mais j'avais ce sentiment de solitude et que, en fait, personne ne pouvait vraiment me comprendre, comme s'il y avait quelqu'un qui aurait pu me comprendre, et finalement cette personne-là n'existait pas. Donc il y avait ce rapport à la solitude, et puis le fait que, on va dire, dans mes moments un peu tristes, parce que bon, enfant, adolescent, on va tous avoir des moments où on se sent un peu triste. Dans ces moments-là, la solitude remontait vraiment très fort, avec ce côté personne ne peut me comprendre, de toute manière, voilà, voilà, personne ne peut me comprendre, c'est comme ça. Donc c'était très présent en fait, ce côté de solitude. Ça a pris une autre tournure à partir du moment où j'ai compris que finalement c'était très lié à cette jumelle perdue et que finalement c'est pas parce que physiquement elle est perdue que en tant qu'âme, en tant que relation de cœur, bah, elle est perdue, c'est pas le cas. Donc ça c'est une autre étape finalement qui est venue quand j'ai travaillé justement sur ce deuil-là. Mais clairement, la solitude remontait très fortement en version XXXL à chaque fois que les émotions étaient un peu lourdes. Comment ça s'est traduit au niveau des relations amoureuses par la suite? Alors, au niveau des relations amoureuses, ça a été finalement moins présent parce que, comme j'ai travaillé dessus et j'ai transformé, on va dire, toute cette peine quand j'étais adolescente, on va dire le temps que j'en arrive vraiment à on va dire des vraies relations amoureuses, pas les amourettes de lycée. Bon, mais il y a sûrement des gens qui ont fait des très belles histoires au lycée, mais c'était pas mon cas. Donc, on va dire au moment où je suis allée vraiment dans une relation amoureuse adulte, on va dire, euh, finalement, ce deuil était quasiment fait. Donc, je cherchais pas le même côté fusionnel avec un conjoint. Et je pense aussi qu'il y a eu un impact, il y a un impact parce que moi, c'était une sœur et pas un frère. Je le vois notamment par rapport à ma maman, qui, elle, c'est un frère perdu, enfin un frère jumeau perdu. Elle, ça a plus d'impact finalement au niveau couple, relation amoureuse. Moi, c'était une sœur. Alors, ok, on pourrait se dire, bon, moi je suis bi, ça aurait pu impacter par rapport à une femme. Un peu, mais on va dire que le fait que justement il y ait d'abord ce côté deuil qui soit largement entamé, voire quasiment fait à ce moment-là, ça a fait qu'au niveau amoureux, c'était déjà beaucoup plus léger. Après, clairement, il y a de temps en temps des petites tendances qui reviennent. Et c'est là où c'est intéressant de rester en conscience à ce niveau-là. C'est-à-dire que moi, je sais que principalement, ce côté fusionnel, il vient de ma relation avec ma jumelle perdue. Donc, quand ça ressort, que ce soit au niveau amoureux ou que ce soit au niveau amitié, à l'heure actuelle, c'est beaucoup plus léger pour moi d'appréhender ce sujet-là parce que je sais que c'est pas la faute de l'autre, je sais que c'est pas ma faute, donc pas de culpabilité à ce niveau-là, mais par contre, voilà, c'est des tendances d'une finalement ancienne blessure qui, peut-être il reste un petit peu de poussière de trucs dans des coins, et hop, c'est ça qui remonte. Donc c'est plus léger à observer quand on en a conscience. Versus quand on n'en a pas du tout conscience, on ne comprend pas pourquoi il y a toutes ces émotions, ce besoin-là qui remonte, si c'est l'autre, si c'est soi, si c'est quoi, voilà. Donc ça a un impact complètement différent, je trouve. On n'en est plus prisonnier de la même manière, comme ça a été nommé et conscientisé. On ne va pas le vivre au quotidien, on n'en est pas prisonnier. Tout à fait.
Il y a le côté conscientisé et puis il y a le côté aussi qu'est-ce qu'on a pu faire justement pour que ça devienne autre chose. Donc on peut parler de deuil, mais alors moi je le vois aussi parce que j'accompagne des personnes, puisque je suis thérapeute holistique, je suis art thérapeute, je suis énergéticienne. Donc je le travaille sous différents niveaux, puisque il n'y a pas de hasard. Comme moi, finalement, j'ai pu transformer aussi ça. Finalement, j'ai des personnes qui viennent me voir avec ce syndrome du jumeau perdu. Donc il y a la partie consciente, et puis il y a la partie qu'est-ce qu'on choisit d'en faire. Et honnêtement, que ce soit pour moi ou que ce soit aussi pour les personnes que j'accompagne, faire un deuil dans l'immédiat, c'est trop violent. Donc, dans la première, on va dire, pour moi, ce qui a été vraiment soulageant, c'était de voir justement que je pouvais créer du lien. Même si cette personne n'est pas là physiquement, si cette jumelle n'était pas là physiquement, alors on touche aux croyances, hein, mais pour moi, son âme, elle est là. Pas forcément incarnée, pas forcément en attente, pas forcément en fantôme ou je sais pas quoi, hein, mais de toute manière, cette âme-là existe. Donc je peux me connecter aussi à cette âme-là, rester en contact de cœur, et puis éventuellement après, si j'ai besoin de lui parler, c'est possible. Enfin, alors après, moi, j'accompagne aussi à la médiumnité et tout ça, donc moi, je le vois sous cet angle-là, mais qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, on peut aussi simplement parler de cœur à cœur avec l'âme de cette sœur ou de ce frère, si pour certaines personnes, c'est un frère. Est-ce que vous lui avez donné un nom à cette jumelle? Oui. Alors en fait, comme moi je travaille dans les choses que je faisais déjà enfant, j'étais très connectée à l'énergie, à la médiumnité et ce genre de choses. Donc en fait, j'étais consciente de mon prénom d'âme, enfin de mon nom d'âme. Et finalement, plus que de lui donner un nom, je lui demandais quel était finalement son nom d'âme. Et c'était très surprenant de voir qu'en fait, il n'y avait qu'une lettre de différence entre nos deux noms d'âme. Donc, c'est pas tout à fait que je lui ai donné un nom, plus que elle m'a dit quel était son nom. À l'époque, je pensais que c'était moi qui lui avais donné ce nom-là. Mais de la même manière que je ne savais pas trop d'où je sortais ce nom d'âme que je ressentais. J'étais adolescente, j'étais encore en train de faire mon parcours de compréhension. Il y avait plein de choses que je percevais, mais je ne comprenais pas forcément d'où ça venait. Et puis au fur et à mesure que j'ai avancé dans tout ce qui était développement personnel, ésotérisme, compréhension de l'énergie, de la médiumnité, j'ai compris finalement qu'est-ce que je faisais quand je faisais ci ou ça et quel sens ça avait. Donc c'était très 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 fort pour moi à ce moment-là, parce que j'observais que finalement il n'y avait qu'une lettre de différence entre nos noms. Et c'était encore ça faisait écho à ce miroir qu'on attend finalement d'une jumelle et qui du coup était super puissant. Peut-être que le terme de lien, le terme de deuil n'est pas forcément le terme approprié, du coup, parce qu'on va pas, si le lien se maintient justement de cette manière-là, est-ce que le deuil, c'est la bonne approche? Alors moi, je vais parler de deuil plutôt pour en fait le besoin de lâcher prise de la souffrance. Parce que souvent, finalement, quand on recrée le lien, on va créer une nouvelle relation en fait avec le jumeau, la jumelle, et avec nous-mêmes du coup. Donc ce nouveau lien, on a besoin qu'il existe finalement pour pouvoir vraiment le vivre en conscience, le vivre avec notre corps, avec nos émotions. Mais ce qui n'a plus besoin d'être là, c'est la souffrance, la peine, les pensées douloureuses qu'on a pu associer. Tout à l'heure, je parlais de la solitude, de ce côté fusionnel dans le sens destructeur, hein, puisque, bon, après tout, c'est un point de vue, hein, que fusionnel soit négatif, mais là, c'était d'un point de vue destructeur.
Donc, ça va être le deuil de cette partie-là, c'est-à-dire de ce qu'on a construit de nous-mêmes en relation avec cette souffrance. Ça, on peut faire le deuil de ça. Mais en effet, pour moi, c'est pas le deuil du lien en fait qu'il faut faire d'une certaine manière. Ce qui peut être intéressant, ça va être aussi de faire le deuil finalement que la personne ne soit pas là physiquement. Le mot deuil peut correspondre à ça. Par contre, dire qu'il faut faire le deuil de cette relation, de la même manière, ça va être une relation, on va dire, aux âmes qui sont parties. Moi, je vais plus souvent parler d'âmes incarnées ou non incarnées, ou qui ne sont plus incarnées. Ça me gêne souvent un peu plus de parler de gens qui sont morts, parce que moi, après, j'ai on va dire dans ma croyance, on se réincarne, donc en fait, l'âme repart à l'univers ou à la source, on l'appelle comme on veut, et revient s'incarner, puis repart, et puis revient, et puis repart. Donc il n'y a pas vraiment... L'étape de mort, finalement, c'est une étape où notre énergie est dans l'univers, mais ça fait partie de mes croyances à moi. Donc j'entends que le terme soit plus normal pour d'autres personnes. Pour moi, ce n'est pas le bon terme, mais ça correspond à ma croyance. Donc finalement, le deuil peut ici s'appliquer à l'idée que, bah oui, de manière incarnée, il n'y aura pas cette jumelle qui me ressemblera, qui sera comme moi et qui vivra cette vie-ci avec moi. Après, dans les personnes que j'accompagne, il y a eu par exemple une personne qui a rencontré l'incarnation de son jumeau perdu. Alors, c'est un peu complexe comme situation, mais ça a un sens aussi dans sa vie. Donc, d'une certaine manière, ils avaient à vivre cette séparation-là au niveau corporel pour pouvoir recréer et revivre un autre lien. Donc ça fait partie de l'histoire de cette personne-là, je ne rentrerai pas trop dans les détails, mais voilà, il y a des choses comme ça qui existent aussi. C'est un peu infini comme situation, mais du coup, oui, faire le deuil, pas de la relation à proprement parler, mais plutôt du fait que non, la personne ne sera pas incarnée là, avec soi, dans cette vie-ci. Et pour apaiser une personne qui a ce syndrome du jumeau perdu, quelles sont les approches pour vous, et aussi en tant que thérapeute, qui ont été les plus pertinentes, les plus douces aussi, les plus puissantes pour apaiser, du coup, pour vous apaiser et apaiser les personnes que vous avez vraiment soutenues? Alors, pour moi, en fait, ce qui s'est passé, donc il y a eu la partie déjà prendre conscience, le nom, et puis un temps pour pouvoir communiquer avec cette jumelle. Dans cette période-là, c'était une période où ma médiumnité était moins développée, donc on va dire que la discussion était plus dans un sens que dans l'échange. Maintenant, c'est différent. Mais j'avais besoin de pouvoir dire, donc, en mots, ou en pensée, ou à l'écrit, écrire un message. Tout ça a été des choses qui m'ont permis, en fait, de pouvoir entrer dans cette relation, en fait. Après, j'ai eu besoin aussi de symboliquement faire le deuil qu'elle ne soit pas là. Donc là, on revient sur la partie physique, on va dire. Et donc moi, je l'ai ritualisée, cette partie-là, je l'ai symbolisée. Donc ça peut être simplement prendre un objet et le mettre en terre. Ça peut être prendre des fleurs et les jeter à la mer. Prendre une lettre qu'on écrit et la brûler pour qu'en fait la fumée reparte. Voilà, donc ça fait partie des petites choses que soit moi j'utilise, soit je suggère aussi aux personnes que j'accompagne. Il y a certaines personnes qui m'ont dit, justement, c'est un peu difficile de mettre quelque chose en terre, la symbolique est trop importante. Du coup, j'ai proposé de planter quelque chose.
planter une plante, planter une graine qui va pousser, ou même une plante qui est déjà à moitié, qui est déjà, voilà, c'est pas une graine, on va dire, une plante déjà dans la force de l'âge, on va dire. Et d'une certaine manière, il y a le côté justement, je mets en terre, mais il y a une autre vie qui émerge. Cette vie-là n'est pas comme la mienne, puisque c'est toute la symbolique du sujet, puisque c'est pas la relation qu'on enterre, c'est le côté incarné de la jumelle ou du jumeau perdu qu'on met en terre. Par contre, du coup, la symbolique de la plante qui continue à grandir, ou d'un arbre, ou d'une fleur, ça va être très apaisant souvent pour les gens. Donc moi, c'est vrai que dans ma symbolique à moi, je vais être plutôt dans quelque chose que je vais offrir à la mer, parce que c'est la mer MER, mais parce que pour moi, confier quelque chose à la mer, c'est jamais violent, mais c'est ma relation à l'océan. Donc quand j'ai des rituels justement symboliques de deuil à faire, ou que ce soit pour moi, que ce soit pour un être, ou que ce soit pour une partie, une émotion, des choses comme ça, moi je vais aller naturellement à la mer. Je vais laisser, par exemple, partir un bouquet de fleurs, ou autre chose que j'ai, par exemple, fait, sans être dans la pollution, mais voilà, ça va être quelque chose que je vais quelque part à la fois offrir, laisser partir et confier. Et ça, dans la symbolique, par exemple, moi, ça me plaît énormément. Et dans les symboliques, dans tout ce qui va être la ritualisation de ce lâcher-prise, finalement, il y a quelque chose qui va correspondre à chacun. Ça ne sera pas la même chose pour une personne et pour une autre. Et justement, c'est là où c'est intéressant de pouvoir entendre ce qui fait du bien. C'est pour ça que je parle de toutes ces petites approches-là, puisqu'après, ça peut être évidemment décliné à l'infini. Et justement, parmi les personnes que vous avez accompagnées, entre les symptômes qu'ils avaient au départ en lien avec le syndrome du jumeau perdu et après les rituels, quels ont été les changements en fait? Quelles ont été les conséquences sur leur vie entre les blessures ou les douleurs qu'ils pouvaient avoir au départ et après accompagnement, rituel, etc. Comment ils se sentaient? Est-ce que vous avez des témoignages par rapport à ça? Alors, il va y avoir des personnes, notamment au niveau du couple, qui, quand ils sont arrivés, avaient des vrais sujets de couple. C'est-à-dire qu'il y avait une situation soit maritale, soit conjugale, simplement sans être dans le mariage, où il y avait un flou, une incompréhension, quelque chose de déséquilibré, parce que entre leurs attentes et ce que la personne en face pouvait donner, le décalage était trop important. Et déjà, le fait de prendre conscience au niveau mental qu'il y a un jumeau, une jumelle perdue, ça permet déjà de se dire, du coup, voilà, là, il y a quelque chose, c'est peut-être pas juste un problème, absolument. Et ça peut être aussi des blessures, que ce soit de mon côté ou peut-être aussi de l'autre côté, mais voilà, on est sur une autre manière d'aborder les choses. Moi, ce que j'ai pu voir au niveau des personnes qui étaient en couple, notamment, qui sont venues me voir à ce niveau-là, c'est qu'en fait, progressivement, la relation, la communication a changé. C'est-à-dire que d'un coup, on ne parlait plus juste en frontal parce qu'on ne comprenait pas les blessures de l'un ou l'autre et qu'on avait des attentes qui étaient... c'était impossible de pouvoir combler des attentes de toute manière, mais là c'était particulièrement flagrant. Et dans l'approche finalement de la relation, c'est-à-dire que moi j'expliquais aussi que le côté jumeau perdu ou jumelle perdue crée un besoin de fusion. Et aussi un niveau d'exigence d'une certaine manière, c'est-à-dire que on peut avoir une exigence vis-à-vis de l'autre, mais on a toujours un niveau d'exigence différent avec soi-même. Or, dans le cas d'un jumeau ou d'une jumelle perdue, qu'on perçoit généralement inconsciemment comme un vrai alter ego, on va avoir ce niveau d'exigence. Donc si on transpose ce niveau d'exigence à l'autre, autant dire que la pression, elle est sacrément haute. Donc du coup, déjà, il y a quelque chose qui s'apaise en termes de relation.
Et ça va être le cas pour les relations amoureuses, mais ça va être aussi le cas, par exemple, pour des relations fraternelles, amicales, professionnelles. En fait, ça va s'appliquer un peu à toutes les relations, parce que déjà, on peut se détendre sur le niveau aussi d'exigence. Alors, ça ne va pas forcément se manifester pareil pour tout le monde, hein, puisque on a tous notre manière d'envisager les relations, l'exigence et tout ça. Mais il y a quelque chose qui se détend un peu, il y a quelque chose où on peut dire que finalement la pression redescend. Moi, j'aurais envie de l'imager comme ça. Comment ça s'est passé avec vos sœurs? Vous en parliez tout à l'heure, notamment une qui a également ce syndrome. Enfin, qu'est-ce qui s'est passé? Alors en fait, dans notre enfance, on avait cette difficulté à se comprendre. C'était flagrant, c'est-à-dire qu'on s'aimait profondément, mais quand on nous regardait, on était comme chien et chat. On était tout le temps en train de se chamailler. Alors on arrivait quand même à avoir des moments où on jouait, machin et tout, mais dès qu'il y avait le moindre petit truc dans l'engrenage, ça partait dans tous les sens parce qu'on n'arrivait plus à communiquer et on était chacune dans nos blessures respectives avec nos attentes respectives, nos exigences respectives qui correspondaient à nos jumelles perdues chacune. J'ai envie de dire, c'était d'autant plus flagrant avec la sœur qui était juste après moi et qui en plus avait une jumelle perdue, alors que mon autre sœur, qui elle n'a pas a priori de jumelles ou de jumeaux perdus, j'avais pas cette même exigence. Un peu, mais rien à voir. Donc là, c'était comme si chacune, finalement, avec cette partie de nous qui blessée, qui parlait à l'autre, en fait, c'est deux parties blessées qui se parlent ensemble, autant dire que personne s'entend. Personne s'entend. Et ça marquait aussi quelque chose de très flagrant, et c'était un peu ça qu'on avait travaillé à l'origine dans la constellation familiale, c'est le fait que je n'ai pas l'impression d'avoir ma place et qu'elle non plus. Normal, c'est comme si on regardait une fratrie avec des trous. Et du coup, où est-ce qu'on se positionne par rapport à ce trou? Et comment on se positionne par rapport à la personne, à la sœur d'après? Et elle, pareil. Donc finalement, ça a créé énormément d'incompréhension, ça a créé énormément de frustration. Et même s'il y a beaucoup de choses qui sont devenues beaucoup plus douces, c'est assez surprenant, mais on garde un peu ce côté de blessure où on ne sait pas trop où est notre place, qui fait miroir l'une avec l'autre. Donc même 15 ans après, on va avoir encore, quand on est l'une avec l'autre, ce côté où alors c'est pas qu'on est mal à l'aise, mais moi je le ressentais. Alors j'ai beaucoup travaillé là-dessus récemment, donc je le dis au passé maintenant, mais c'est très récent. Mais c'est quelque chose où finalement, en étant ensemble, on avait l'impression qu'on n'était pas tout à fait à notre place quand même. Et on se faisait miroir à ça. Donc c'était très surprenant et en même temps on se faisait travailler parce que ça nous permet de continuer à avancer là-dessus. Et du coup, moi, ça m'a permis aussi de voir que j'avais des blessures qui avaient découlé de cette relation blessée, on va dire. Enfin, pas que ce soit ma sœur qui m'ait blessée, mais où nos deux parties blessées communiquaient et qui avait créé en fait d'autres blessures pendant mon adolescence, des choses comme ça, qui étaient en lien justement toujours avec quelle est ma place. Et est-ce que cette sœur, elle a utilisé des outils ou des approches assez différentes en fait des vôtres pour elle-même s'apaiser par rapport à sa jumelle perdue? Eh bien en fait, pour être tout à fait honnête, on n'en a jamais parlé. Comme si finalement, si elle n'était pas prête à en parler, moi je ne me sentais pas de forcément aller vers elle pour lui en parler. Mais du coup, je me dis peut-être que ça peut être l'occasion. Ou alors, je lui ferai d'abord écouter l'interview. Et puis, on verra après. Alors, vous allez être maman. Vous portez un enfant.
Comment vous abordez votre grossesse avec toute la conscience justement de ce syndrome? Comment vous voyez les choses? Comment vous appréhendez le fait d'avoir un enfant et de savoir en même temps que énormément de personnes vivent ça. Donc comment vous voyez les choses alors que vous-même vous allez transmettre la vie? Alors, on va dire qu'il y a quelque chose qui me rassure d'une certaine manière énormément, c'est que d'une certaine manière, le fait d'être en communication subtile avec les âmes, de manière générale, hein, c'est un peu le sujet de la médiumnité, pas que, mais voilà. Comme je parle beaucoup de médiumnité et que je n'ai pas vraiment expliqué ce que c'était, je leur dis être en communication avec le monde subtil. C'est simplement ça. C'est pas forcément qu'une histoire de mort, de machin et tout. Donc communication avec les énergies, le subtil. Donc moi, je suis très en lien avec mon bébé. Même si, il n'est pas encore arrivé, il n'est pas encore là. Il est là, mais il n'est pas encore né. D'une certaine manière, je sais déjà qu'il n'y a pas une autre âme qui est venue avec. Ce qui est pas forcément, après, je vais avoir des personnes, elles sont enceintes et je sais déjà qu'elles ont perdu une des âmes. C'est pas, c'est pas un jugement, c'est pas voilà. Mais du coup, je me dis que ce soit le cas pour moi ou non. Bon, moi, je sais que c'est pas le cas pour moi, en tout cas pour ce bébé-là. Ça me permet en fait de me dire que même si ça arrivait, ben, je peux accompagner aussi la conscience. Je peux expliquer aussi. Pour moi, on peut expliquer très tôt des choses aux enfants, même si ça paraît abstrait, même si y a certaines personnes qui ont peur que l'enfant soit traumatisé ou des choses comme ça. Mais finalement, ça va beaucoup avec la manière dont on va le faire. Moi, dans le travail de thérapeute que je fais, des fois, je vais dire des choses extrêmement difficiles parce que je parle de liens karmiques, de liens transgénérationnels, donc d'histoires, de vie passée, de choses qui, quand on regarde factuellement, c'est super violent. Or, l'énergie que moi je mets à expliquer ce genre de choses, je vais mettre beaucoup de douceur. Je vais mettre aussi le fait que si on est là, c'est parce que c'est déjà en transition, c'est déjà en métamorphose, c'est déjà en transformation. Et on n'a pas besoin d'en avoir peur. Ça fait partie en fait des mouvements de vie, des évolutions de vie. Donc, que ce soit un adulte ou que ce soit un enfant, parce que je fais aussi des soins, j'accompagne aussi des enfants, même sur des sujets karmiques. Donc expliquer des choses difficiles de vie d'avant, donc autant dire déjà que rien que tout ça, c'est que ça peut sembler super complexe à expliquer à un enfant de 8 ans. Mais alors je le fais avec les parents qui sont là aussi, donc s'il y a besoin, on en rediscute. Mais c'est possible. Et les enfants sont pas bêtes, ils peuvent entendre tout un tas de choses. Il y a peut-être des choses qu'on distille un peu, qu'on va aborder différemment, mais le fait d'en avoir conscience permet aussi un accompagnement très différent. Et l'enfant, de toute manière, il vit ces choses-là. Quand moi je disais, en tant qu'enfant, je ressentais cette solitude violemment, comme s'il y avait quelque chose qui m'avait été enlevé et que je ne comprenais pas d'où ça venait. Et finalement, quand j'ai pu mettre des mots, de la conscience sur le fait que c'était parce que j'avais une jumelle perdue, en fait, il y a eu un soulagement de juste simplement de comprendre. Donc, en tant que future maman, pour moi, ce qui est intéressant aussi dans cette approche-là, c'est que quel que soit ce qui peut se passer pour mon enfant, je peux aussi accompagner. Je n'aurai pas des solutions pour tout et de toute manière, c'est une âme qui a ses propres enjeux, ses propres challenges. Moi, je pourrais faire ce que je pourrais faire et de toute manière, on ne peut jamais faire plus que du mieux qu'on peut. Voilà. Donc, mais dans cette approche-là, ça me donne la confiance aussi que s'il y a besoin, je peux aussi travailler moi en conscience pour que je puisse donner des outils. On a beaucoup parlé d'énergétique, mais je crois que la place de l'art-thérapie est quand même assez essentielle pour vous en tant que justement dans le fait d'accompagner les gens. Est-ce que ça pourrait avoir un lien, vraiment, ça pourrait être un outil particulièrement pertinent par rapport au syndrome? Tout à fait. En fait,
la plupart du temps, je vais proposer aussi parfois d'alterner les séances d'énergétique et d'art-thérapie. Pourquoi ? Parce qu'il y a tout un tas de choses qu'on travaille au niveau énergétique. Ça travaille aussi sur la conscience, l'émotionnel. Mais il y a un sujet sur lequel ça ne travaille pas, c'est le mental, les pensées. Et même si le fait de prendre conscience, c'est une étape importante, le mental, on l'utilise beaucoup dans notre société. Le mental, alors à la fois, il va être responsable de tout un tas de choses, mais on n'est pas obligé de le subir, ce mental. Moi, je parle du mental quand on n'a pas conscience des choses, on est juste dans les pensées avec, on ne sait pas pourquoi, on est en train de penser tout le temps, on ne s'en rend même pas compte. Voilà, là, je parle vraiment du mental qui a justement ses croyances limitantes, qui veut contrôler, qui est en lien avec les blessures, qui manifeste, on va dire, tous les sujets de société, l'identité, il faut, les injonctions. Et moi, j'aime bien parler du mental lumineux, c'est-à-dire ce mental-là avec de la conscience. C'est-à-dire, je suis consciente que, ok, je me donne des injonctions, mais c'est ok. Je suis à cet endroit-là en ce moment, j'ai pas besoin de me juger. Et puis même si je me juge, j'observe que je me juge. Et c'est pas grave non plus. Donc en fait, on peut utiliser ce mental de manière très lumineuse, très lumineux. Et c'est ça en fait que moi je propose aussi de faire, notamment en art-thérapie. Il n'y a pas que ça, mais on va dire qu'au niveau de l'art-thérapie, moi je vais proposer aux personnes en fait de venir ancrer dans la matière tout le travail qu'ils ont fait au niveau énergétique et émotionnel. Parce qu'on est des êtres complexes. On n'est pas juste fait de mental, on n'est pas juste fait d'énergie, on n'est pas juste fait d'émotions. C'est l'ensemble qui a un sens. Et justement, le fait de pouvoir déposer, que ce soit à l'écrit, avec juste des mots, que ce soit en symbolisant, parce que pour certaines personnes, c'est plus facile d'écrire la frustration en faisant un gribouillis ou un nuage ou un éclair, plutôt que d'écrire frustration. Donc, quelle que soit en fait la manière dont on va venir l'exprimer sur le papier, on va dire, après ça peut être aussi dans la matière, dans la pâte à modeler, de l'argile, dans les collages, enfin voilà, il y a ça peut être très très vaste, mais on va venir justement travailler au niveau de ce mental-là. C'est-à-dire qu'une fois que l'énergie a été nettoyée, travaillée, je ne vais pas dire rediriger, mais on va dire réajuster, voilà, rééquilibrer. On peut venir aussi compléter avec le travail du mental. Et pour des personnes, on va dire la plupart des gens d'ailleurs dans la société, pour les personnes justement qui ont un mental fort, c'est là justement que, on va dire, la matérialisation du travail énergétique va prendre encore plus de sens. C'est pas une condition, mais j'ai envie de dire pour moi, c'est du plus pour certaines personnes et c'est du besoin pour d'autres. Donc en venant déposer dans la matière, donc on lâche quelque chose. C'est pas toujours facile d'ailleurs de lâcher, il y en a c'est difficile, mais c'est pour ça qu'on se fait accompagner. Hein. Et une fois que on a déposé, il y a l'étape où on va venir libérer, c'est-à-dire symboliquement libérer. Donc ça peut être découpé, ça peut être dessiner une spirale pour... moi j'utilise beaucoup la spirale pour justement évacuer. Voilà. Ça peut être autre chose, ça peut être mettre de l'eau, ça peut être... voilà, il y a plein de manières de symboliser ça. Et ensuite on passe sur la dernière partie qui est la partie où on transforme. C'est-à-dire qu'il y a eu l'avant, il y a eu la transformation et il y a ce maintenant. Et le maintenant, en général, je le commence par une autorisation. Je m'autorise à me libérer. Je m'autorise à m'aimer, par exemple, parce que c'est pas toujours évident quand on a été dans cette souffrance-là d'accepter qu'on peut être aimé à 100%, on peut se donner de l'amour à 100%. Donc une autorisation ou une phrase qui va venir, alors on parle communément d'affirmation quand on est sur les réseaux sociaux, des affirmations positives, des affirmations positives. Moi je suis plutôt justement sur on s'autorise, je me donne le droit, je m'autorise.
c'est, on va dire, une étape avant de pouvoir justement vraiment incarner ce qu'on a envie de vivre comme transformation. Souvent, on s'est tellement bloqué dans quelque chose qu'on a besoin de cette étape d'autorisation avant de pouvoir vraiment incarner justement cette libération, cette liberté, cette joie. On peut aussi vraiment faire transformer, on va dire, tout ce vécu en quelque chose de joyeux, en quelque chose de puissant. Et voilà, je sais plus ce que je voulais dire à la fin. Est-ce que toute cette beauté liée à la métamorphose serait un peu pourrait redonner de l'espoir aux personnes qui sont dans la phase justement du syndrome du jumeau perdu, dans la phase de souffrance extrême, leur montrer que ce syndrome peut permettre une métamorphose et que cette métamorphose peut amener vers de la liberté, de la joie et de la beauté. Et du coup, voilà, ça facilite un peu le parcours, ça facilite un peu l'accompagnement. Comment vous abordez justement cette notion de l'après-métamorphose pour encourager aussi? Alors, moi, j'ai tendance à dire, quel que soit l'accompagnement, que ce soit avec moi, que ce soit avec d'autres personnes, c'est d'abord le moment où on est prêt. Parce que on n'est pas toujours prêt. Et on a le droit, je veux dire, on n'a pas à culpabiliser. Je veux dire, en développement personnel, souvent on dit il faut, parce qu'on a besoin d'être en transformation continuelle et tout ça. Mais quand on n'est pas prêt, on n'est pas prêt. Et c'est ok. Tout à l'heure, je parlais d'auto-jugement, d'autocritique. On peut aussi, à un moment donné, se dire on n'est pas prêt. Et peut-être que, alors bon, moi je le vois dans la longueur, hein, mais il y a des personnes, ça sera dans cette vie-ci, mais d'autres, ça sera dans la prochaine, ou dans celle d'après, ou dans celle d'après. Et il n'y a pas de jugement à avoir. C'est quelque chose que moi dont j'ai vraiment pris conscience en tant que thérapeute, c'est qu'en fait, on ne peut pas forcer les gens, et puis surtout, d'où je me permettrais de porter un jugement sur quand est-ce que c'est le bon moment pour eux. Il n'y a que eux qui savent si c'est le bon moment pour eux. Donc moi, la première chose que j'ai envie de dire aux personnes qui sont en train de vivre ces choses-là, c'est si vous vous sentez prêt, allez-y, foncez. Il y a des personnes qui peuvent accompagner sur ce travail-là. Et puis, si c'est quelque chose que vous n'êtes pas encore prêt à lâcher, c'est que vous n'êtes pas prêt, et c'est ok, vous n'avez pas besoin de vous juger pour ça. Après, ce que j'aime bien dire aussi, c'est qu'il n'y a pas de fatalité, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on a vécu ça dans cette vie-là qu'on est coincé dedans. C'est pas parce qu'on a un mental qui est très fort et qui a tendance à nous emmener et à nous enfermer dans des choses que c'est une fatalité. C'est pas parce qu'on a vécu 3 dépressions et que on a une tendance à l'anxiété que c'est une fatalité. Tout ça, c'est pas des fatalités. Par contre, il y a aussi le moment où on est prêt à prendre la décision de. Et ça, pareil, ça se fait au moment où on le souhaite. Donc il y a des personnes qui ont besoin de traverser tout un tas de choses avant de pouvoir prendre ces décisions. Il y a des personnes, ils les ont déjà traversées dans leur enfance ou dans des vies d'avant, et du coup ils sont prêts maintenant. On peut avoir l'impression qu'il y a des gens qui sont toujours prêts, et puis il y a des gens qui sont jamais prêts. C'est pas ça. Enfin, en tout cas pour moi, c'est pas juste de dire ça. On va avoir des parcours, mais c'est sûr que quand on le voit juste au sein d'une vie, c'est plus difficile de voir le sens. C'est sûr, en tout cas pour moi, je trouve que c'est plus facile en effet quand on voit dans la continuité d'anciennes vies, de vies passées, qu'il y a des choses qu'on a dû répéter peut-être 25 fois, 100 fois avant d'être prêt. Et là, on est prêt. Voilà, et c'est dans cette vie-ci. Autrement, peut-être que ça sera dans la suivante. Ça donne aussi un sens différent au temps. Moi, j'ai été, dans les 25-27 premières années de ma vie, j'ai été toujours pressée. Je voulais toujours tout faire très vite et je m'en voulais terriblement si j'arrivais pas à faire tout de suite, si j'arrivais pas à transformer tout de suite. Et moi j'avais un sujet avec la colère. Et moi je pensais que le problème c'était la colère. Et je pensais que c'était parce que mon père était un colérique et du coup j'étais en colère et que je serais, tant que j'aurais pas réussi à gérer ma colère, je m'en sortirais pas. Or, j'ai fait plein de trucs par rapport à la colère et tout ça, pour au final comprendre que ma colère c'est pas le problème.
La colère, c'est une manifestation de certaines peurs, certaines blessures, des fois aussi le fait d'accumuler des émotions. Je fais partie des personnes avec un haut potentiel sensible, même si je pense que tout le monde l'est et puis qu'on se l'autorise pas forcément, mais en tout cas moi je me l'autorise. Mais du coup je pensais que c'était aussi à cause de ça que j'étais en colère. Et du coup je cherchais à gérer et à transformer la colère avant pour être bien après. Et en fait, j'ai compris que c'était pas comme ça que ça marchait, mais plutôt que, en fait, simplement, la colère, elle fait partie des émotions que j'ai le droit de vivre, que j'ai pas besoin de me juger parce que je vis de la colère. Après, soyons honnêtes, il y a manière et manière de vivre sa colère, c'est-à-dire que j'ai le droit de la vivre, je suis pas obligée de l'éparpiller sur les autres. Mais c'est aussi de la communication. Voilà, quand j'ai la colère qui monte et que j'ai mon conjoint qui commence à venir me solliciter et que je lui dis oula, là en fait je suis énervée. Si tu viens et que tu me demandes des trucs, je vais m'énerver contre toi, ça n'a rien à voir avec toi. Mais du coup, si t'es là, c'est toi qui vas prendre. Donc laisse-moi le temps de redescendre, de vivre cette vague de colère. C'est une vague, elle finira toujours par redescendre. C'était quelque chose dont j'avais très peur avant, j'avais peur que ça redescende jamais. Maintenant, je sais que ça redescendra toujours. Peut-être que ça durera 10 minutes, 20 minutes, 2 jours, mais ça finit toujours par redescendre. Donc en fait, maintenant que j'entends que voilà, ces émotions-là, je peux les vivre et je peux redescendre, j'entends aussi que ce ne sont pas des conditions à ce que je sois bien, que je sois heureuse, que je sois tranquille, que je sois détendue. Ça vient en fait simplement dans, dans le chemin. Donc finalement, cette colère, ce n'est pas une condition à mon bien-être, à ma joie, à ce que j'ai à vivre. De la même manière que, au final, avoir un syndrome du jumeau perdu, ou avoir une dépression, ou avoir de l'anxiété, avoir du stress, ce ne sont pas des conditions à se sentir bien, à développer sa joie. C'est des choses qu'on peut faire en même temps. Ça fait partie de notre chemin. Donc, qu'on soit prêt à travailler sur ce syndrome du jumeau perdu ou pas, ça ne veut pas dire que ça nous empêchera de nous sentir bien. On peut aussi se dire, ok, j'ai cette blessure-là, j'ai ce besoin de fusion, j'ai cette peine par rapport à la solitude, mais ça ne m'enferme pas dans quelque chose et j'ai quand même le droit de vivre ma vie, d'avoir mes moments de joie, de me sentir heureuse avec ça. Et puis quand c'est le moment, je déciderai que je travaille dessus, que je transforme, que je fais évoluer ma relation en fait à ce jumeau ou cette jumelle perdue. Du coup, c'est plus léger aussi puisqu'on n'est pas obligé de s'enfermer dans quelque chose, dans une injonction, dans quelque chose On n'a de pas lourd. d'exigence de résultat, on n'a pas Voilà. d'exigence à la métamorphose. Ça peut être plus dans un processus. Tout à fait. Et il n'y a pas de pression par rapport à ça. Et peut-être que la beauté réside justement dans le fait de se rapprocher de soi et d'une forme de liberté, mais sans se dire ça doit absolument être une libération absolue de ma blessure. Enfin, voilà, toutes les étapes peuvent être très saines et très apaisantes. Merci beaucoup. Avec plaisir. Est-ce que vous avez envie de rajouter quelque chose qu'on n'aurait peut-être pas évoqué autour de cette thématique? Oui, il y a quelque chose dont on n'a pas vraiment parlé. C'est en fait, on n'a pas parlé d'amour. Enfin, on en a parlé implicitement. Mais moi, ce que j'entends aussi dans ce parcours que j'ai pu avoir, c'est que que ce soit la transformation ou que ce soit le développement du lien ou justement le deuil aussi de ne pas avoir physiquement ma jumelle avec moi, ce qui a fait aussi que tout ça, ça a pu se passer, c'est que moi j'ai accepté qu'il y avait beaucoup d'amour pour elle, mais pour moi aussi, et entre elle et moi, et qu'en fait cet amour que j'ai pu me donner à moi,
ça a fait aussi que la transformation est devenue de plus en plus grande et que les choses sont devenues très différentes. À l'heure actuelle, c'est pas une souffrance de parler de cette jumelle. C'est pas une souffrance de parler de ce parcours. C'est quelque chose en fait qui maintenant fait partie de ma vie et qui en fait me permet justement à la fois aussi d'accompagner des personnes, mais de pouvoir en parler de manière légère et pleine d'amour. Donc voilà, sur le mot de la fin, avec plein d'amour. Merci beaucoup. Avec plaisir, merci beaucoup. Si vous souhaitez témoigner, réagir ou poser des questions, n'hésitez pas à me contacter via ma page Instagram Flo Nilsson ou mon site internet florencenilsson.fr. À bientôt!